Ravi de retrouver sur le plateau de Lady. Vous écoutez, aujourd'hui nous partons au cinéma. Avez-vous prévu les pop-corn? Sait-on jamais? Vous allez rester scotché sur votre écran et écouter nos invités. Vous pouvez ne pas être de leur avis. Lady vous écoute @gmail.com. N'écrivez pas si vous n'avez pas à nous dire des bonnes choses. Écrivez-nous cependant. Ensemble, nous découvrons nos invités. Merci de les recevoir avec nous. Hélène Kuntz, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenue depuis 2008, 2009. Waouh. Le temps passe vite. Vous êtes auteur, vous êtes professeur à l'INSEC Paris et vous avez d'autres activités. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Merci. À vos côtés, Harriet Marin-Jones, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes auteure, productrice, réalisatrice et surtout, vous avez une actualité. Nous allons ensemble, dans un moment, pendant la discussion, regarder ce qui vous amène. Et nous avons de belles choses, amis téléspectateurs, à vous faire découvrir. Et je ne voudrais pas manquer de préciser que l'une et l'autre, vous vous présentez comme étant des Afro-Américaines. Est-ce que je me suis trompée? Oui. Oui. Bien. Encore que vous êtes afro-américaine d'un côté et espagnole de l'autre. Je vous dis dans Lady vous écoute, on fait le tour du monde. Nous partons donc vers la Caraïbe, découvrir et rencontrer plutôt Astrid Sivsankar. Bonjour Astrid. Bonjour Lady. Merci d'être là. Vous êtes scénariste, actrice, réalisatrice et productrice. À quelle heure vous vous reposez quand on a tout ceci à son actif? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je veux bien le croire. Merci d'être venu nous parler de ce que vous faites. Et vous êtes avec Rémi Godard, acteur et réalisateur. Bonjour Rémi. Bonjour. Nous sommes désolés que vous soyez le seul homme sur le plateau, mais vous n'êtes pas du tout mis au banc des accusés, n'est-ce pas? Non. Nous allons donc, amis téléspectateurs, parler de cinéma. Alors, est-ce que c'est le cinéma qui est à l'image de la société ou est-ce que c'est la société qui est à l'image du cinéma? Nous ramasserons les copies à la fin de cette émission. Mais plus sérieusement, on peut aussi, quand on parle de cinéma, ne pas rester que dans la fiction. Souvent, il y a la réalité. C'est là qu'on parle de documentaire, Harriet? Oui. Je vous laisse donc nous parler de ce qui vous amène. Eh bien, moi, je suis là pour parler de mon documentaire qui sort mercredi prochain, le 10 septembre. Et vraiment, j'engage tout le monde à y aller parce que c'est un documentaire assez fou qui raconte l'histoire de mon grand-père qui a eu un destin tout à fait hors norme aux États-Unis. Et je peux en dire quelques mots? Oui, vous pouvez bien sûr. Allez-y, je vous prie. C'est l'histoire d'un descendant d'esclaves qui va quitter le Mississippi après avoir reçu des menaces du Ku Klux Klan et qui va monter à Chicago, comme pendant la Grande Migration, comme près de 7 millions de Noirs, et qui en quelques années va développer un jeu qui à l'époque était illégal, mais qui va faire de lui l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Ce jeu, aujourd'hui, tout le monde le connaît, c'est le loto. Mais à l'époque de la ségrégation, le fait qu'un noir ait autant d'influence et une réussite aussi colossale, et puis surtout qu'il soit là pour la communauté, on a dérangé plus d'un. Donc il va être traqué par tout le monde, par la mafia, par les feds. Donc c'est un film de gangsters, c'est un film noir, c'est une fresque historique et c'est un film très romanesque. Et c'est pour de vrai, ça n'est pas de la fiction. Astrid, qu'est-ce que cela suscite en la scénariste, réalisatrice, productrice, actrice que vous êtes, ce qui vient de nous être dit succinctement? Alors, pour être dans le secret, j'ai déjà vu le documentaire parce que nous étions sélectionnés au Festival panafricain de Cannes 2024. Oui. Et donc, je l'ai vu. Et bien sûr, j'ai été sélectionnée aussi avec mon film Respire profondément. Oui. Et ces histoires familiales qui sont cachées, qui ne sont pas révélées, c'est très, très important de pouvoir aujourd'hui, en 2025, les découvrir. Et oui, c'est extraordinaire. Enfin bon, c'est juste génial d'avoir pu réaliser ce film. Et vous l'avez dit, qui a remporté de beaucoup trop nombreux prix pour que je puisse les citer ici. Respirez profondément. Alors, Respire profondément, c'est un film, déjà un film d'école. Rémi Godard joue dedans. J'étais au cours Florent. Et au cours Florent, il fallait faire un travail de fin d'études. Donc, j'ai fait un long métrage. Parce que j'étais déjà réalisatrice et j'étais déjà productrice. Et ce long métrage vise à faire revenir dans la vraie vie une conscience féminine. Une conscience féminine qui va parler de choses dont on ne parle pas dans la vraie vie. Sur ce plateau, on dit tout.
Donc, dans le film, on parle des moments où on a des regrets sur des actes qu'on a pu commettre dans sa vie. Et donc, cette femme de 60 ans revient sur sa vie Pourquoi à vous différentes parlez de étapes. moi? Je parle de nous toutes, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Et, elle dit globalement que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout est gris. Et quelquefois, quand on a des décisions à prendre et quand on a fait certains choix, on peut revenir sur la fin en se disant ah, peut-être que j'aurais dû faire ça ou peut-être que j'aurais dû faire ça. Et si j'ai fait ce choix-là, c'est peut-être aussi parce que dans mon passé, il y a tellement d'étapes et tellement de choses qui remontent et qui sont cachées, tellement d'ancestralité, on va dire entre guillemets, qui font que je n'avais peut-être pas le choix à ce moment-là de faire ce choix-là. Et je décortique en fait à chaque étape de sa vie. Dans le film, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui s'inspire de la réalité. C'est là où la réalité et la fiction sont très proches. Oui. Et dans cette fiction, on a comme ça des moments de vérité qui arrivent tellement fort que c'est pas de la fiction en fait. C'est une manière de parler de la vérité. Vous avez donc la réponse à la question. Est-ce que c'est la vie qui inspire le cinéma ou est-ce que c'est le cinéma qui inspire la vie? Ils s'interfécondent, disons-le ainsi, et il y a la latitude de réécrire une page de sa vie nouvelle, comme au cinéma. Quand on s'appelle Godard et qu'on est dans le cinéma, je sais que c'est une question que vous avez dû entendre un certain nombre de fois, un nombre certain de fois même. Je vous laisse tout de même nous édifier. Alors, il n'y a aucune relation entre moi et Jean-Luc Godard. Ce que j'aurais bien aimé, mais c'est un nom qui vient de mon père, et mon père est américain. Donc, ça ne peut pas être ça. Mais c'est un nom que je porte avec honneur et que j'aimerais bien être arrivé au même niveau que, si c'est possible, bien sûr. Ce que je vous souhaite, c'est plus. Oh. Moi aussi. Vous avez donc entendu ce qui a été dit par vos deux précédentes, on va dire, copanélistes. Le regard qui s'impose et qui se pose peut-être, c'est celui des femmes dans le monde du cinéma. Parce que fort souvent, on les y voit en tant qu'actrices surtout, with all due respect, mesdames, n'est-ce pas? Mais le fait qu'elles soient derrière la caméra, est-ce que, je vous pose la question à dessein, est-ce que vous pensez que ça change véritablement quelque chose? Est-ce que ça apporte une autre vision? Quelle vision, justement, vous-même, avez-vous de tout cela? Ah, ça a une vision totalement différente. Parce que les gens voient les choses d'une façon complètement différente, basée sur ce qu'ils ont, leur expérience. Et si moi je fais un film sur le même sujet que le film d'Astrid, ceux qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, ça ne serait pas le même film. On investiguerait des choses différentes et on traiterait les choses d'une façon complètement différente. Dans Respire profondément, il y a beaucoup de liens avec la famille ancestrale, particulièrement la famille ancestrale guadeloupéenne qui était esclave. Et donc, moi, je n'aurais pas pu faire un film comme pareil. Je n'aurais pas pu faire un film qui traitait ces sujets. Et même si j'essayais de traiter, bon, je suis beaucoup plus jeune, mais les décisions qu'on a faites dans le passé, ça ne serait pas de la même manière. Et vous n'êtes coupable de rien, je le disais tout à l'heure, même pas sur l'histoire. Hélène, merci à nouveau d'être là. Je le disais tout à l'heure, c'est à dessein que j'ai souhaité que vous puissiez participer. Nous étions ravis que vous puissiez, dans votre emploi du temps de ministre, nous rejoindre parce que nous allons parler donc des États-Unis au travers de ce film dont vous avez vu quelques images. Et quand je parle de la réalité, du cinéma, entre les deux, il y a le documentaire et surtout, il y a, j'ai envie de le dire, la vie vraie. Quel regard portez-vous déjà sur ce que vous avez entendu des uns des autres sur le plateau et ensuite sur ce qui est raconté dans ce film? Alors, en tout début d'année, la nouvelle administration aux États-Unis a voulu faire taire tout ce qui était autour de diversité, inclusion des
gens qui n'avaient peut-être pas accès autrefois. Et on voit bien que quelque part c'est un échec parce qu'ils tentent de faire quelque chose qui n'est pas très naturel. Il faut laisser émerger les talents. Et quand ils sont réellement là, vous voyez, donc de ce point de vue, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'à la poursuite donc d'Edward Jones, il y a quelque chose qui m'a vraiment intriguée dedans. Il y a Quincy Jones qui a parlé de ce film et il avait dit, mais ce monsieur, il était carrément un milliardaire en équivalence de son époque. Et de nos jours, alors qu'on veut poser beaucoup d'idées sur quelle était l'histoire des Noirs, aujourd'hui aux États-Unis, à peu près 17 milliardaires noirs et à peu près un demi-million de millionnaires noirs. Alors, je dis ça parce que je rappelle toujours à mes étudiants que le milliardaire est 1000 fois plus riche que le millionnaire. Un millionnaire, c'est quelqu'un qui s'en est vraiment bien sorti. Mais le milliardaire, c'est un État. Presque à lui seul, vous voyez? Donc, dire qu'il y avait ces profils il y a des décennies est intriguant et il est important de connaître la réalité de ces personnes-là que nos histoires actuelles ont du mal à entendre. Soit ce sont des athlètes, soit ce sont des entertainers, mais c'est difficile de faire place pour d'autres profils et c'est important de le faire. Pour faire le lien avec 2000, il y a longtemps, quand vous êtes venu, et un certain Obama, et Chicago, et l'histoire qui est campée justement dans ce lieu-là, qu'est-ce qu'on dit de Chicago aujourd'hui? On le connaît de loin, notamment bien évidemment au travers des films, mais la réalité aujourd'hui, comment pourriez-vous la décrire? Alors, moi, j'ai de la chance parce que je connais aussi Chicago. Ma mère est originaire de Chicago et pendant toute mon enfance, on a séjourné chez ma grand-mère pour le Thanksgiving traditionnel au mois de novembre. Donc, j'ai eu la chance de connaître. Alors, c'est une très belle ville. Peut-être le seul réel bémol, c'est qu'il fait très froid là-bas. C'est pas un petit peu froid, c'est un froid polaire. Mais c'est une ville avec à peu près presque 3 millions d'habitants et c'est une grande ville qu'on dit de nos jours bleue, c'est-à-dire à majorité démocrate, dans un État bleu avec un gouverneur démocrate. Et l'actualité de Chicago, malheureusement, n'est pas très bonne parce que après Los Angeles et puis Washington, D.C., l'administration Trump souhaite envoyer des forces militaires pour occuper la ville. Ça paraît quand même incroyable et bien évidemment, non seulement c'est anticonstitutionnel, c'est aussi illégal, rassurons-nous. Voilà. Mais il a à cœur de le faire. Il dit que la ville est à ce point mal gérée, que le jeune maire, qui est un homme noir, Brandon Johnson, il en profite qu'il n'est pas à ce point populaire, mais ce n'est pas non plus une raison d'avoir ce niveau d'ingérence dans les affaires de la ville. Mais Chicago demeure une très grande ville avec un taux de criminalité qui est là. C'est un peu le propre des centres urbanisés. Oui. Mais dire qu'il va déplacer des troupes des États rouges, d'ailleurs, d'Alabama et puis autre Arkansas, pour occuper une ville. Alors, ils font front commun, et le maire de la ville et le gouverneur, pour essayer de saisir les tribunaux pour que ça ne peut pas se faire. Affaire à suivre. Merci d'avoir planté le décor. Vous n'en pouvez plus d'attendre. Il n'y a plus de popcorn. On va regarder quand même la bande-annonce de ce film. On regarde ensemble ceci. Long before there was a state lottery, there was this illegal numbers game called Policy, controlled by black men called Policy Kings. They made about $110, $115 million, which was equivalent to about $1 billion then. Policy was an economic arm of the black community. When the feds went after the Jones brothers, it really didn't have anything to do with gambling. Ed Jones had a lot to do with the shift from Republican to Democrat. This was really a move by the government designed to get this black man out of power and out of influence. Capone used the gun to get what he wanted. Ed Jones used the gun to protect what he had. My father was never a gangster. Maybe he's a gangster. This takeover probably couldn't happen without political blessing. It's just so important to understand your history
because if you know where you come from, that helps you get where you're going. Voilà, chose promise, chose due. Rendez-vous donc le 10 septembre dans toutes les salles parisiennes. Gaumont notamment porte ce film-là. Et vous avez sur le plateau des invités en chair et en os qui peuvent vous remmener dans cette époque-là. Je vous laisse la parole, Hélène, sur cet aspect. Ce décor-là est-il pour vous resté le même? Vous avez campé la réalité de Chicago aujourd'hui. Oui. Mais le lien entre ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y a eu, est-ce qu'il fallait s'y attendre ou est-ce que cela n'a rien à voir du tout, d'après vous? Je pense que c'est un peu l'ADN de Chicago. Il y avait aussi, évidemment, Al Capone. Ce nom, c'est... Oui, la rencontre en prison, oui. Oui, donc beaucoup de grandes villes aux États-Unis ont eu voilà, une histoire un peu, pardonnez-moi, enfin un peu mafieux. Pas que Chicago, c'était aussi à New York ou à Las Vegas. Et puis, ce qu'on qualifiait dans ces zones d'ombre, ce n'était pas forcément des gens mauvais, mais des gens qui étaient poussés à faire des choses dites mauvaises, en tout cas de l'époque, parce que d'autres opportunités ne s'offraient pas à eux. Vous venez là très clairement de dire qu'ils sont rentrés, donc pour parler, j'allais dire des acteurs, mais non, des personnes campées donc, dans ce documentaire, et ça n'est pas un film, je le dis encore une fois, qui ont fait ce qui pouvait être fait dans un environnement où il n'était pas forcément possible de faire ce qu'on aurait voulu faire. Je voudrais rappeler là que votre grand-père faisait des études de médecine. Et il est dit, pour avoir vu quand même, je suis dans les petits papiers de la réalisatrice, pour avoir vu quand même le film, qu'être étudiant en médecine ne lui donnait pas nécessairement la possibilité d'exercer ce métier-là et qu'il fallait trouver des palliatifs pour parler comme à l'hôpital. Alors ? Eh bien, c'est très important de remettre ça dans le contexte, parce que la ségrégation s'est arrêtée il y a 60 ans. C'était vraiment, c'est pas si longtemps, en 1965. Et à partir du moment aux États-Unis où on avait une goutte de sang noir, c'est pour ça que le sang est le fil conducteur dans mon film, on devenait un citoyen de seconde zone. Et à partir de là, on perdait la plupart de ses droits et de ses opportunités. Donc mon grand-père, qui était vraiment quelqu'un en avance sur son temps, brillant, c'était vraiment un entrepreneur. Il n'y aurait pas eu la ségrégation, c'est quelqu'un qui serait devenu un très grand chef d'entreprise. Mais à partir du moment où presque toutes les voies sont fermées et que le champ des possibles est réduit à peau de chagrin, il a choisi la voie de l'illégalité avec ce jeu qui était donc illégal. Mais encore une fois, ce jeu de la police était illégal, voilà. Maintenant, si on remet ça dans le contexte, l'esclavage était tout à fait légal, mais totalement immoral. Oui. Donc c'est là tout le paradoxe et l'hypocrisie de l'époque. Donc oui, il a laissé tomber ses études de médecine, parce que comme il était fils de pasteur, c'était beaucoup plus attendu de lui qu'il fasse médecine qu'autre chose. Mais il s'est dit, pour pouvoir m'émanciper, le meilleur moyen, c'est de prendre le pouvoir par l'argent. Et à partir de là, je peux vraiment aider ma communauté. Et je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit, Hélène. Il faut savoir que Chicago, le South Side de Chicago, donc le quartier noir, dans les années 30 ou 40, était thriving. C'était, ça boomait, il y avait une vie nocturne trépidante. C'était la ville qui ne se couchait jamais à ce moment-là. Le blues, le fleuret vraiment du blues, du jazz, pendant la journée. Des tas de business. Mon grand-père a créé plus de 10 000 emplois. Il a financé des business. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et justement, ça a été insupportable pour le gouvernement. Quand on parle de ségrégation, qu'on parle de discrimination, et j'en oublie, je ne voudrais pas faire une liste non exhaustive, vu de la Caraïbe, cela fait écho à beaucoup de choses. Ça fait beaucoup écho à beaucoup de choses et quand j'ai entendu une étude de médecine, j'ai pensé tout de suite à celle qui m'a inspiré ce travail. Je parle de Jacqueline Manicom.
qui a évolué dans les années 60, de 60 à 74, puisqu'elle est morte dans ces années-là, est une médecin, elle est sage-femme. Et elle décrit dans ces 2 romans son travail dans le milieu médical à Paris. Et ça lui permet de revenir sur l'histoire de la Guadeloupe, puisqu'elle est guadeloupéenne, et sur l'histoire, l'imaginaire même afro-caribéen. Et évidemment, les personnages mystiques, Maman de l'eau, la diablesse, en fait, tout cet imaginaire afro-caribéen reprend vie dans son roman. Et c'est ce que je fais aussi dans Respire profondément. Et c'est l'occasion de pouvoir parler de ces sujets qui font très, très mal. Elle qui est une soignante, puisqu'elle est à l'hôpital Sainte-Anne, donc elle est parisienne, elle est franchement française, très impliquée dans les luttes Malgré la féministes. goutte de sang noir. Elle est indienne, donc elle revendique son indianité, ce Oui. qui est encore une couche supplémentaire dans notre imaginaire afro-caribéen. La Caraïbe, on a l'Afrique, on a les Antilles francophones, hispanophones, lusophones, mais on a nos couches blanches, nos couches indiennes, Vous nos êtes couches un noires. millefeuille. Nous sommes un millefeuille et nous sommes... C'est bon le millefeuille. Nous portons tout ça en nous. Et elle, qui est d'origine indienne, famille pauvre, famille rurale du Moule, elle se trouve projetée dans le grand monde en faisant ses études de médecine. Elle voulait être médecin, mais elle ne pouvait pas parce qu'il fallait venir en France pour faire les études. Et ses parents ne pouvaient pas parce qu'elle est aînée de 20 enfants. Donc, petite famille vraiment avec un poids. Et donc, elle choisit de faire ses études en Martinique. Et elle fait sage-femme parce qu'en Martinique, il n'y a pas spécialité autre que sage-femme. Donc, elle fait sage-femme et ça lui permet d'aller vraiment au fond de ces souffrances que ces femmes vivent, qu'elles expriment dans leurs douleurs, dans leurs souffrances, leurs grossesses, leurs accouchements et tout ça. Donc voilà, on va revenir aux propos, mais oui, c'est important. Vous n'avez pas seulement, amis téléspectateurs sur le continent, une goutte de sang noir, vous n'avez que du sang noir. Mais en fait, il n'est pas noir, ce sang. Il est rouge. Rouge est le sang de tous, n'est-ce pas? Et ça ne devrait pas changer la donne. Et pourtant, je veux croire, Rémi Godard, qu'il est, des fois, vous arrivez dans un contexte, que ce soit dans le cadre du cinéma ou tout autre, dès lors qu'on n'a pas la goutte de sang que vous n'avez pas du tout, du moins cela ne se voit pas, vous sentez-vous quelquefois prise à partie dans ces échanges, ces discussions, ces rencontres où, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'étiez pas là avant, vous n'y êtes pour rien, et pourtant, ces choses se cristallisent parfois sur votre personne à votre insu? Ben, c'est totalement vrai que moi j'ai des privilèges que d'autres personnes n'ont pas. Ne vous en excusez pas, Rémi. Ça n'est pas de votre faute. Certainement, Très sérieusement. Oui. certainement. Oui. Mais il faut le dire. Il faut pouvoir le dire et pouvoir en parler parce que sinon ça ne changera jamais. Moi j'ai grandi aux États-Unis, j'ai grandi dans une ville qui est très diverse. Mon lycée, il était à peu près 80% noir. Donc, en grandissant... De quelle ville nous parlez-vous? J'ai grandi dans une banlieue de Cleveland. Elle s'appelle Cleveland Heights. C'est une très, très jolie ville, très, très beau, mais très, très accueillant. Mais je vois que beaucoup de personnes avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait le lycée, n'ont pas les avantages que j'ai. Et c'est peut-être principalement à cause de leur couleur de peau. Oui. Moi... Si je dois m'avouer, au lycée, je n'étais pas très bon élève. Et je vois que même en n'étant pas très bon élève, j'ai pu continuer à être dans des bonnes classes et avoir mon diplôme. Et beaucoup de personnes, pas juste parce que de leur couleur de peau, mais aussi juste parce qu'ils sont dans des circonstances moins bien, n'ont pas pu... moi, je suis en France. J'ai la chance d'être à Paris, de faire du cinéma à Paris, de suivre mes rêves.
Et beaucoup de personnes avec qui j'ai grandi n'ont pas cette chance. À cause de leur couleur de peau et à cause de tout ce qui les a suivis et qui a suivi leurs ancêtres à cause de cette couleur de peau. La vie, est-ce que c'est donc du cinéma? Est-ce que peut-être le cinéma n'est pas aussi la voie pour faire les choses que la vie ne permet pas? Ceci pour susciter en vous des vocations d'acteurs, de réalisateurs. Aujourd'hui, en cette ère des réseaux sociaux et du numérique, chacun peut vraiment revisiter son existence et lui donner une toute autre teneur. Sentez-vous libre de le faire. Je voudrais, si vous êtes d'accord, Hélène, que nous allions ensemble regarder une vidéo dans votre rôle de professeur parce que on parle de cinéma. Le cinéma, il faut des moyens pour le mettre en musique. Mais au-delà de cela, il faut de l'argent. On en a parlé, la volonté de se réaliser, il faut des moyens financiers. Et vous, en tant que professeur, vous avez évoqué tout à l'heure les histoires de millionnaires et milliardaires. C'est peut-être un sujet qui revient dans ce que vous apportez à vos apprenants, on va les appeler ainsi. On regarde ensemble pour rentrer en immersion totale dans votre univers de professeur, Hélène. Pas, on est parti aux États-Unis dans Lady vous écoute, des sujets qui vous ressemblent et qui vous rassemblent. Nous voulions là vous passer quelques messages subliminaux avec ces images. Et vous avez vu passer des choses qui vous concernent, que vous connaissez si bien, le franc CFA, la présence chinoise en Afrique. Pour de bon, nous sommes dans le même sujet. Je vous laisse commenter succinctement et faire le lien donc avec le cinéma ainsi que je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que j'ai la chance dans mon charge de travail. Bon, évidemment, j'ai beaucoup de cours classiques, mais on est aussi, il nous est demandé de faire des conférences. Et moi, j'ai monté une conférence qui s'appelle Les Afriques. Je l'ai appelée volontairement Les Afriques pour interpeller parce que je pars du principe que moi-même, je viens des Amériques, au sens pluriel du terme. Et donc, il faut peut-être repenser à les économies en Afrique autrement. Et donc, ça donne l'occasion pour les jeunes de prendre la parole
trop sur des sujets qu'on n'aborde pas dans un cursus qui est plutôt bordé. Vous savez, j'anime des Master Pro, des Masters professionnalisants. Donc, les jeunes doivent partir avec des connaissances et des compétences pour l'insertion d'emploi derrière. Mais c'est vrai qu'en termes de financement des projets comme le vôtre, il est important que... alors, l'industrie cinéma, on sait, hein, c'est de plus en plus corporate. Donc, c'est pourquoi il y a autant de... je ne sais pas comment dire en français, mais sequels, c'est-à-dire on peut voir le même film avec 6, 7, 8, voilà, parce que ce sont des formules qui marchent à l'échelle mondiale. Et donc tout ce qui est indépendant, les indie films ou les documentaires doivent trouver d'autres voies de financement, mais aussi d'autres canaux de distribution. Donc voilà, c'est peut-être le pendant de ces questions de financement. Je suis très fière de mes étudiants parce qu'ils viennent de partout. Oui, on l'a bien vu. Oui, et ce n'est pas un épiphénomène, c'est vraiment tous les ans. Pour certains, ce sont les premiers de leur famille qui abordent des grandes études et d'autres, ils ont peut-être l'habitude des diplômes de master. Donc, c'est un peu, au-delà juste d'un job, c'est aussi une vocation d'être auprès d'eux. Et c'est les décideurs de demain. C'était pour faire écho à ce que vous disiez. Est-ce que ça vous réconcilie avec la vie de voir ces élèves-là venus de partout finalement, qui ont pu accéder à ce qui n'est pas forcément évident sous d'autres cieux peut-être? Absolument, et je ne voulais pas dire que ce n'est pas possible d'accéder à des grandes études. Moi, Oui, juste qu'ils ont des frères qui ne sont pas indépendants de leur volonté, on va dire. Voilà, c'est ça. Et puis c'est qu'il faut, et je le vois autour de moi, il faut travailler beaucoup plus. Il faut être... on a moins de marge d'erreur. Oui. Alors, puisqu'on parle de finances, parce que votre grand-père, sauf si vous ne voulez pas tout nous dire, vous a-t-il laissé donc le pactole pour pouvoir aujourd'hui, 2 générations après, faire ce documentaire sur lui? Vous avez dû trouver des solutions, vous, si vous voulez bien nous en dire quelques mots. J'aurais bien aimé qu'il nous laisse le pactole, mais pour ça, il va falloir voir le film pour savoir ce qui s'est passé avec les millions et millions que ma grand-mère aurait dû hériter. Et donc non, on n'a pas du tout eu ce pactole. Et ce qui fait quand on parle financement, moi c'est vrai que j'ai développé ce film, j'ai tapé à toutes les portes, les subventions en France, aux États-Unis, tout le monde m'a dit non. Non, 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 non. Vous y attendiez-vous d'ailleurs, qu'on vous dise non ainsi? Ben non, je pensais que j'aurais le CNC, qu'aux États-Unis, c'est une histoire tellement importante, non seulement évidemment pour ma famille, mais alors ça à la rigueur c'est anecdotique, mais qui raconte, qui survole 60 ans d'histoire et qui révèle des faits incroyables. Moi je me suis dit, ils vont y aller, ils vont se lancer. Eh bien pas du tout, et pour financer ce film, j'ai fait un crowdfunding, donc un financement participatif, mais ensuite il me manquait beaucoup plus, et ce qui fait qu'en parallèle, j'ai fait des formations en ligne, et tout ce que je gagnais avec les formations en ligne, je les mettais sur mon film. C'est pour ça que j'ai mis autant d'années. Il faut une telle persévérance pour arriver à faire un film, mais bon, une fois que je l'ai fait, tout le monde s'est marré en se disant « il ne va jamais être sélectionné nulle part, on le verra nulle part, elle va disparaître, tout va bien ». Bon, moi, je vous la fais court, j'ai fait 34 festivals, j'ai quasiment gagné partout, j'ai 30 prix. Et là, j'ai reçu 5 offres de distributeurs aux États-Unis, il est sorti aux États-Unis. Gaumont est venu me chercher ici en France et il sort mercredi. Il sort mercredi, donc dans les salles, ce sera le 10 septembre. Si vous l'avez manqué, on trouvera moyen de vous faire une séquence de rattrapage. C'est donc de la persévérance qu'il s'agit. C'est aussi d'être visionnaire. C'est décidément la petite fille de son grand-père qui appréhende le monde autrement que comme la voie qui lui est tracée, qui est un peu comme une injonction. Je voudrais, si vous êtes d'accord, que nous regardions un autre extrait. Cette fois-ci, je pars avec vous. Ça n'est pas Respire, mais je vous laisse commenter après. On regarde ceci ensemble. Vous avez donc là le fruit de Astrid Sivsanker. On découvre ensemble. Bitation, gros tambour, c'est l'on qui fait l'amour pousser. Aglaé, c'est un bon doucou pour planter de là. Commandeur, les répondait par été, tambouillé, menez-moi à l'air. Assise là, les roses,
nous que voit la ligne clairée, bitation au tambour, c'est là que fait l'amour pousser, aglaé, c'est un bon doucou, pour planter de là, en cours, en frisson, camouflé, on l'a, entendez tout qu'est collé ensemble, qu'à sonner. Il est des lieux qu'on ne traverse pas par hasard. Ce n'est jamais par hasard que vous êtes assis devant Lady vous écoute. Nous vous écoutons, Astrid. Alors, ça, c'est le teaser de mon premier film, mon tout premier, qui est sorti dans le cadre du cours Florent en 2022. Et en fait, j'ai gagné le prix du meilleur film avec. C'est une histoire qui encore jusqu'à maintenant me trouble parce qu'en fait j'ai adapté une pièce de théâtre de Luc Saint-Éloi qui met en scène une prostituée qui fait la découverte difficile de sa souffrance et de son malheur puisque son petit frère est assassiné au début du film. Et on parle évidemment de racisme, de discrimination, d'exclusion, de tout ce qui fait mal. Et de violences faites aux femmes. Et de violences faites aux femmes. Et surtout, il y a dans ce film tout ce qui représente mon cinéma, c'est-à-dire les mondes visibles et les mondes invisibles, ce qui se passe devant nos yeux et puis ce qui se passe derrière ou au-dessus ou je ne sais pas. Voilà, donc j'aime à mettre en scène l'invisible, la présence de ce que nous ne voyons pas mais qui existe vraiment. Et donc mon travail va chercher au fond des êtres, au fond de la personne. Et j'ai envie de dire et de montrer l'immontrable, ce qu'on ne perçoit pas, ce qu'on ne veut pas voir. Et Street Sad, c'est parfaitement cette histoire-là. Et vous jouez dedans, qu'il faut le dire. Je joue dedans le rôle de la prostituée, donc en l'occurrence, et avec mes camarades, nous sommes quarantaine d'artistes de la musique Gros-Cas, parce qu'en fait, il y a aussi un groupe d'artistes de la musique traditionnelle de la Guadeloupe. Et en fait, je les fais revenir pour nous amener tout ce que l'Afrique nous a légué, tout ce que nous portons, nous, d'Africains. Et sur les trottoirs parisiens, on découvre un autre monde. Réaction aux images que vous avez vues l'une et l'autre? Eh bien, en tous les cas, les images sont magnifiques et c'est vrai que ça nous verse, avec la musique que vous mettez, il y a quelque chose de très envoûtant. Donc, très, très, très envie de voir, ça c'est sûr. L'Afrique, de toute manière, moi je viens de faire un petit tour du monde, je suis allée très, très, très souvent sur le continent africain. Et ce qui est certain, c'est que c'est très important qu'on s'empare de notre histoire et qu'on la raconte. Parce que, comme disait Frédéric Douglass, si on n'est pas là pour raconter notre propre histoire, maintenant aux États-Unis, où justement on essaye d'effacer tout un pan de l'histoire, tout ce qui peut en fait mettre mal à l'aise une partie de la population. Ma mère, par exemple, habite à Miami. Le gouverneur DeSantis a décrété, donc c'est en train d'être réécrit, que finalement il y a plein de bons côtés dans l'esclavage, que grâce à l'esclavage, les esclaves ont appris des métiers. Enfin voilà, on revisite l'histoire. Oui. On connaît évidemment le goût de Trump pour le révisionnisme, donc c'est très important que l'on raconte l'histoire. Et Quincy Jones, c'est pour ça qu'il a tout de suite accepté de participer à ce film et qu'il voulait d'ailleurs le financer. Mais voilà, il a dit, il faut que ces histoires existent pour qu'on n'oublie pas et que l'histoire ne radote pas. Que l'histoire ne radote pas. Il y a une question, je vous entends, amis téléspectateurs, depuis tout à l'heure, vous posez une question dans vos canapés, je l'entends là dans l'oreillette que je n'ai pas. Vous êtes-vous déjà retrouvé prise en otage d'être des autres alors que vous êtes des leurs?
Ça, c'est une bonne question. Il n'y a que des bonnes questions. Aussi, c'est vraiment, si j'ai fait ce film, c'est que moi, je n'ai jamais souffert de discrimination. Et ça veut dire que je ne comprenais pas l'obsession de ma mère avec tout ce qui s'était passé aux États-Unis pendant la ségrégation. Moi, j'ai grandi en Europe. Mon teint basané, tout le monde pense que ça vient du côté de mon père espagnol, à part que mes cousines, elles sont blondes aux yeux bleus, et que ça n'est pas du tout de ce côté-là. Mais du coup, ma mère nous faisait porter l'étendard noir, et on disait extraordinaire. J'assume totalement le fait d'être biracial, mais on ne comprenait pas vraiment tout l'impact derrière. Et c'est quand j'ai travaillé sur ce film que j'ai regardé d'innombrables documentaires, que j'ai lus des centaines de livres, que j'ai vu ce que l'esclavage, la ségrégation, ce que mes grands-parents ont enduré, que ça m'a épatée. Ma grand-mère était danseuse au Cotton Club, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Le Cotton Club était, donc cet endroit tellement connu, seulement les Blancs pouvaient y aller. Ils ont laissé rentrer mon grand-père parce qu'il était ce multimillionnaire et que l'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de couleur, Oui. quoique. Mais bon, quoique. Mais sinon, tous les danseurs, que ce soit Duke Ellington, tous les chanteurs, musiciens étaient noirs. Là encore, on voit toute l'hypocrisie de l'époque. Une question qui me taraude aussi depuis le moment où nous sommes entretenus rapport au contenu de ce documentaire. Je vais la poser, la question en anglais. Is that a right way to do a wrong thing or a right way to do a wrong thing or a wrong way to do a right thing? Si vous voyez où est-ce que je veux en venir, parce que quand on entend, et vous en faites la promotion dans la bande-annonce du film, de ce que voilà, c'est l'histoire d'un personnage qui a eu une expérience de vie particulière, c'était un gangster, on dirait un hors-la-loi aujourd'hui. Alors, quelque part, ça peut être ambivalent, parce que d'aucuns pourraient entendre, ben, s'il faut y aller, il faut y aller. Après, mes petits-enfants raconteront de beaux documentaires. Ou alors, est-ce que cet aspect-là vous a bridé ou pas du tout quand vous vous êtes mise à réaliser ce travail? Pas du tout bridée. Moi, je suis très, très fière de qui est mon grand-père. Ce qui, a priori, n'était pas le cas. Ma mère a une passion totale pour son père, mais elle nous avait totalement caché son histoire. On ne savait pas du tout qu'il avait été l'un des hommes les plus riches des États-Unis, qu'il avait été kidnappé, qu'il était allé en prison. On ne savait rien de tout ça. Et je crois que pour ma mère, c'était très difficile d'accepter. Elle a grandi avec beaucoup, beaucoup d'argent, que cet argent, pendant la dépression, alors que tellement de monde souffrait à travers les États-Unis et à travers le monde, il y a vraiment une notion de shame, de honte. Comme s'il était dit justement dans les dictats, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'un noir ne pouvait pas être successful, ne pouvait pas être riche, ne pouvait pas être influent. Tout ce qu'était mon grand-père. Rien ne se faisait à Chicago sans qu'on demande l'avis de mon grand-père. Justement, Timuel Black, vous parliez tout à l'heure de Obama. Timuel Black était très proche de Martin Luther King. Et il dit dans le film, et ça je l'ai entendu plusieurs fois à Chicago, Obama n'aurait jamais pu devenir sénateur et président des États-Unis ailleurs qu'à Chicago. C'est grâce au fait qu'il y a eu des hommes comme mon grand-père, et principalement mon grand-père, qui a ouvert la voie et montré l'exemple, et montré que c'était possible. Oui, je pense qu'il faut aussi rajouter l'idée que peut-être la criminalité, mais surtout le fait d'avoir fait la prison, est traité de manière très ambivalente aux États-Unis. On a des très grands hommes qui ont fait la prison, comme Martin Luther King. Vous voyez, donc c'est quoi avoir fait la prison? Ça peut être à l'échelle d'une famille, et on comprend, peut-être vu comme étant une honte ou quelque chose qu'on veut cacher des enfants. Et sous d'autres aussi, un certain Nelson Mandela. Ah ben oui, tout à fait, vous voyez. Il y a même aujourd'hui des t-shirts de tout plein d'afro-descendants de par le monde qui ont tous fait la prison. Et c'est encore plus confus de nos jours avec, par exemple, un président qui est lui-même felon condamné à 34 fois. C'est pas, comment dire, c'est pas du fake news. Hein. Mais sur cet aspect-là, sur l'ambivalence, parce que faire de la prison, ça n'est finalement pas cela. Le sujet, c'est on peut la faire à tort ou à raison. Et c'est peut-être ça qui fait la différence. Et je vous retourne la question tout à l'heure. Y a-t-il une bonne façon de faire quelque chose qui n'est pas légal? Même si le pouvoir en place
n'est pas dans... Mais oui, mais ça revient objectif. à quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, Oui. c'est la question de moralité. Oui. Il y a des gens qui sont allés en prison, par exemple, pour mettre fin à l'esclavage, qui était légal dans les textes. C'est pour ça, vous savez, il y a quelque chose qui est très en commun avec l'Afrique du Sud et les États-Unis. C'est que l'ensemble de nos textes ont été racialisés dès la création du pays. C'est pour ça, je pense que parfois les gens me trouvent un peu étrange de racialiser beaucoup de sujets, mais c'est quand même le fruit de cette histoire-là. Dès l'acte de naissance, c'est posé sur le papier, la race de vos parents. Quand j'ai fait traduire mes documents et je suis venue en France, mon acte de naissance cite la race de mes parents. Les gens trouvaient ça incroyable. Pourtant, je suis née dans les années 70, mais même encore de nos jours, c'est d'usage. Et si les parents d'Obama ont dû être dans le Hawaï, c'est parce que leur union aurait été potentiellement illégale dans d'autres États, vous voyez. Donc, ça conditionne beaucoup de comportements aux États-Unis et même un petit peu à ce jour. Et j'avais rajouté, c'est vrai, cette idée que l'éventail de c'est quoi être noir est beaucoup plus large aux États-Unis. Peut-être on a un peu le même phénomène aux Caraïbes, mais par exemple, les gens qui s'identifient comme étant noirs aux États-Unis, c'est très, très large. Et c'est pas du tout ce que j'ai retrouvé en France. Donc, qui est noir aux États-Unis, les gens s'auto-identifient, même des personnes qui peuvent être ambiguës ou très claires de peau. Ça, je comprends tout à fait. Vous avez dit, Rémi Godard, au début de cette émission, je suis jeune. Oui. Donc, l'avenir vous appartient. Oui. Comment pensez-vous, cinématographiquement et même très concrètement, c'est-à-dire dans la vie vraie, pour autant que le cinéma n'est pas vrai, sauf quand c'est un documentaire, quelle vision avez-vous de ce qui vous attend? Nous ne serons peut-être plus là. Pour moi, le cinéma, c'est fait pour montrer la réalité dans toute chose. Et donc, moi, ce que j'aimerais faire et ce que je me prépare à faire, c'est des projets qui montrent des profils de personnes, qui montrent ce que les personnes sont vraiment. Là, je me prépare à faire une mini-série documentaire qui investigue l'espoir dans les personnes qui sont partout, les personnes de tout âge, de toute race, de toute situation. Et donc, l'avenir, c'est ce qu'on veut que ça soit. Et Oui. si on veut qu'elle soit bonne, c'est juste à nous de le faire. Oui. Particulièrement aux États-Unis, si on veut que l'avenir des États-Unis soit meilleur, soit que les États-Unis soient un pays plus soudé, c'est à nous de le faire. Oui. C'est à nous de se forcer à faire en sorte que ça se fasse. Si vous ne faisiez pas du cinéma, que feriez-vous? Ça, je ne sais pas. Mais je ne fais pas que du cinéma. Je suis aussi prof d'anglais pour faire de l'argent. Donc, je serai peut-être prof. Mes deux grands-mères sont profs. Ma mère est prof. C'est ancestral, j'ai entendu ça. C'est ça, totalement. Ça va pas tarder alors. Et donc, c'est un métier qui, je pense, est aussi très respectable parce que c'est un métier pour élever les gens. Vous êtes prof Tout à fait, oui. vous-même. C'est un métier qui aide les gens à accéder à mieux. Vous l'avez compris, la prochaine édition de Lady vous écoute sera entièrement en anglais. Voilà. Nous allons bientôt arriver sur notre fin de programme. Je voudrais bien qu'on fasse un tour sur vos autres, puisque vous avez embrayé là-dessus, vos autres activités. Vous êtes auteur, Hélène. Oui. Alors, en 2020, j'ai écrit un petit livre sur Kamala Harris qui s'appelle Portrait de VIP, VIP comme Vice President. Et ça trace l'histoire, son histoire à elle, son incroyable histoire, mais aussi beaucoup de femmes qui ont tenté de pénétrer dans les autres sphères de la diplomatie et des postes au niveau fédéral aux États-Unis. Et vous savez, je me souviens quand elle est devenue la nominée avec Biden en 2020, je parlais autour de moi, j'étais vraiment, je trouvais ça génial et les gens me disaient, mais franchement, on s'en fout, Hélène, on s'en fout. Ça m'a blessée parce que comme elle, je suis de Bay Area, mes parents étaient des étudiants mariés de Stanford, donc je comprends
un peu ce qu'elle a vécu. Et donc, c'est quand même la personne la plus qualifiée de tout le temps, ça c'est factuel, c'est pas un avis qu'on n'a jamais eu qui briguait cet office. Et donc, c'est vrai que, bon, le livre s'intéressait... Elle n'y était pas en tant que femme d'eux. Oui, exactement. Et donc, bon, c'est vrai que le 22 juillet 2024, quand elle est devenue la nominée, ça m'a ouvert plein de plateaux cinéma parce que ces livres à elle n'ont pas été repris ou traduits en français. Donc, j'étais un petit peu... Mais cela vous incombe désormais. Oui, oui. Pour être cohérente jusqu'au bout. Vous avez déjà le stylo à la main, ne vous arrêtez pas. Donc, j'espère faire un peu la suite avec les procureurs qui maintenant prennent le relais. Vous savez, il y a des foyers de résistance à l'administration en place actuelle. Et l'un des foyers le plus important, c'est le judiciaire. Et avant de partir, Biden a nommé une cinquantaine de femmes, dont beaucoup de femmes de couleur, dans ces postes fédéraux pour un peu contrecarrer ce qui est arrivé là. Et donc, ça mérite investigation. Affaire à suivre, donc. Je voudrais, Ariette, vous laisser votre mot de la fin bientôt. Vous avez à votre actif aussi, au-delà du cinéma, vous faites des formations. Voulez-vous nous en parler de vos autres casquettes? Alors, les autres casquettes, oui, j'ai des formations et c'est ce qui donc m'a permis de financer ce film. Donc, un qui est dédié au cinéma audiovisuel, écriture, parce que j'écris, je suis aussi romancière. Je viens de terminer mon 3e roman sur cette histoire, justement, de mon grand-père, parce qu'il y avait tellement de matériel que je n'avais pas pu tout ne pouvait pas rentrer dans le film, exactement. Le documentaire, oui. Et par contre, on développe la série aux États-Unis, donc avec un très gros groupe américain, et ça va déménager parce que c'est vraiment un film de gangster aussi, où on parle de corruption, voilà, tout le côté romanesque. Donc ça, je suis très, très excitée par ce qui se développe aux États-Unis. Et en France, je développe aussi 2 séries avec 2 gros groupes français, là plutôt sur le patriarcat et le féminisme qui me tiennent aussi très à cœur. Oui. Pourquoi ne suis-je pas étonnée? Je voudrais donc, Rémi Godard, vous demander votre mot de la fin, parce que je terminerai par vous Astrid et vous saurez pourquoi. Qu'avez-vous envie de dire pour quitter nos téléspectateurs? Je pense que j'ai beaucoup dit, je pense que vous avez dit beaucoup de choses que j'ai pas beaucoup à dire, parce que je pense que ce qu'on a dit ici, c'était la vérité et c'était ce qui doit être dit. Simplement. Revenez souvent, chers invités. N'oubliez pas le rendez-vous donc du 10 septembre. C'est la sortie en France du film À la poursuite d'Edward Jones pour aller plus loin dans ce que vous avez entendu. Nous espérons que cela vous a fait envie. Et puis, bien évidemment, nous vous donnons des devoirs à faire. Allez sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver Hélène Kunz, Ariette, Marine Jones. Tout le monde est là. On va finir sur Respire profondément. On le verra pour sortir en quelques mots. Que faut-il dire Vous l'avez dit d'ailleurs au début de cette émission. Oui. Séquence de rattrapage si vous avez pris l'émission en retard. Alors, respire profondément avant qu'on voit profondément, l'image. c'est aussi simple que ce que ça dit. Oui. Respire profondément. Une injonction pour parler de l'afroféminisme, pour parler d'une autre manière aussi d'approcher le regard féminin sur certaines réalités. Une manière aussi de dire à nos sœurs, à nos mères, à nos grands-mères, vos figures ne sont pas oubliées. Vous n'êtes pas partis dans les méandres de l'histoire. Et c'est très important. Kamala Harris, c'est une digne représentante de la féminité, de tout ce que nous sommes dans nos combats, dans nos démarches pour pouvoir sortir et prendre place dans cette société qui est la nôtre, prendre nos places. Moi, je suis productrice, je suis réalisatrice, je raconte nos histoires. Voilà. Merci à tous les 4 d'être venus. Merci pour votre fidélité depuis 2008 à Lady vous écoute. Nous allons regarder quelques images de Respire profondément. Et puis souvenez-vous, le pouvoir des femmes peut compléter celui des hommes et n'a pas vocation à le supplanter. Il y a de la place pour les unes et les uns sur la planète. La paix, peace, love you. Marie a dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Marie a dit qu'il en soit ainsi.
tout est accompli. Et moi, que dis-je? Oh,